Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la distribution musicale en ligne. C'est vrai que fini le temps où il fallait absolument une maison de disques pour être sur Spotify, Deezer. Ah ouais, c'est clair. Aujourd'hui, n'importe quel artiste peut, en théorie, mettre sa musique partout, même sur TikTok, c'est fou. Exactement. Et donc l'idée, c'est de décrypter un peu tout ça. On s'est basé sur pas mal de sources, un blog comme Groover, des discussions Reddit, une FAQ de distributeurs comme Fire, et même un article d'Omea. Oui, l'objectif, c'est de voir concrètement comment ça marche, combien ça coûte, et surtout, à quoi faut faire attention avant de se lancer, quoi. C'est un vrai changement pour les créateurs. Alors, premier point qui ressort, notamment chez Groover, c'est l'accessibilité. Plus de barrières à l'entrée, c'est ouvert à tous. Oui, c'est ça. Plus besoin de passer par un directeur artistique qui valide ou pas. Tu veux distribuer, tu peux. Mais qu'est-ce que ça change vraiment, au fond, pour un artiste qui commence, à part cette facilité d'accès? Potentiellement, ça change beaucoup côté finance. Groover mentionne TuneCore, par exemple. Pour environ 20 € par an, tu peux distribuer de façon illimitée. C'est quand même assez dingue niveau coût. Ah oui, 20 € par an, c'est très accessible. Et surtout, le point clé, c'est que les artistes récupèrent souvent 100% des revenus, des redevances. Groover parle même de révolution. Fini les contrats où le label prenait une part énorme, là l'artiste a une autonomie financière inédite. Et sur Reddit, j'ai vu qu'il y avait plein de modèles différents, c'est ça? Pas juste l'abonnement? Comme One RPM, et même des options gratuites comme Amuse ou Antijoy. Donc, pas mal de choix selon ce qu'on cherche. Voilà, ça dépend vraiment de ta stratégie, de ton budget. Mais bon, l'accès et le coût, c'est une chose. Une fois qu'on est prêt à sortir un titre, concrètement, comment ça se passe? Grover dit qu'il faut quand même anticiper un peu, non? Oui, c'est ça. Même si techniquement ça peut aller vite pour uploader, il conseille de prévoir genre 3 à 4 semaines avant la date de sortie. 3 à 4 semaines? Pourquoi si long? Pour laisser le temps de faire un peu de promo avant, mais aussi, et c'est important pour que les plateformes, les algos, aient le temps de repérer le morceau, de le proposer éventuellement. D'accord, pour optimiser la visibilité dès le départ. Logique. Et sur les aspects pratiques, qu'est-ce qui ressort d'autre? Groover insiste pas mal sur l'intégration avec les réseaux sociaux, genre TikTok, Instagram. C'est devenu crucial et ça génère des revenus directs maintenant. Ah oui, les sons sur TikTok, c'est un débouché énorme. Et puis, un détail technique mais important, la pochette. Faut qu'elle soit hyper sobre. Pas de site web, pas le réseau social dessus, juste le titre et l'artiste. D'accord. Et il parle aussi de ce fameux lien unique, le Smart Link? Oui, c'est ça, le lien qui regroupe toutes les plateformes. Super pratique pour la promo. Et Fire rappelle juste le format audio standard, Wave 44.1 kHz, 16 bits, le classique. Classique mais essentiel pour la qualité. Et pour les délais, mise en ligne, paiement, Fire donne des infos là-dessus? Oui, ils sont assez clairs, l'examen du titre prend 2-3 jours, puis la mise en ligne 1 à 4 jours. Par contre, attention, Attention à quoi? au délai de paiement. Chez eux, ça peut prendre 80 à 180 jours pour toucher les premiers euros. C'est un sacré décalage. Ah oui, 3 à 6 mois. Faut le prévoir dans sa trésorerie, ça. Clairement. Et j'imagine que ces délais et services varient selon le type de boîte qu'on choisit, hein. Justement, Omea fait une distinction importante. Il y a les agrégateurs et les distributeurs. C'est pas la même chose. Explique un peu. C'est quoi la différence clé? En gros, les agrégateurs, type TuneCore, DistroKid, c'est de la distribution pure et simple. Tu payes, ils envoient ta musique partout. C'est souvent moins cher, plus automatisé. Mais ils font pas de promo active, c'est ça? Pas de pitch aux playlists? Exactement. Leur rôle s'arrête un peu là. Alors que les distributeurs, plus historiques, comme Believe ou Idol, Eux, c'est différent, ils offrent plus de services. Marketing, ils ont des contacts avec les plateformes, ils vont défendre tes titres auprès des curateurs de playlists. c'est ça. Ils sont parfois plus sélectifs par contre. Oumea cite l'exemple de Lumpal avec Idol, c'est un vrai partenariat stratégique. Donc c'est un choix. Autonomie maximale et moins chère avec un agrégateur, ou plus d'accompagnement, potentiellement plus de portes qui s'ouvrent, mais plus cher ou plus sélectif avec un distributeur. Voilà. Mais bon, évidemment, ce n'est pas tout rose. Les sources, surtout Fire et les discussions Reddit, pointent pas mal de points de vigilance. Ah oui. Lesquels par exemple? Le premier, et Fire insiste beaucoup là-dessus, les droits. Il faut être absolument sûr de posséder 100% des droits sur tout. C'est la base, mais c'est crucial. Pas de samples non déclarés, les reprises bien autorisées, les remixes pareils. Sinon, gros problème en vue. Carrément. Et ensuite, faut bien lire les petites lignes des contrats. Comme quoi, par exemple? J'ai vu des trucs sur Reddit. Bah oui, sur Reddit, des utilisateurs parlent de coûts cachés pour certaines options, genre distribuer sur Beatport, ou pour obtenir les licences de reprise, ou alors... Ou alors, le fait que, chez certains, comme DistroKid ou Antijoy apparemment, si tu arrêtes de payer ton abonnement, ta musique disparaît des plateformes.
sauf si tu payes une option Legacy pour qu'elle reste à vie. Ah oui, ça c'est un point super important à vérifier avant de choisir. Et les avis utilisateurs, ça dit quoi d'autre? Tu parlais de Reddit? Oui, sur un service comme Musique Diffusion, par exemple, c'est très contrasté. Certains sont contents, d'autres se plaignent beaucoup du support client, des délais de paiement ou du manque de clarté des rapports de vente. La fiabilité du support et des stats, c'est quand même essentiel. C'est souvent là que le bas blesse avec les options très low cost, j'imagine. C'est probable. Et enfin, un point sur lequel Groover et Omea se rejoignent, la distribution c'est bien, mais c'est que le début. Absolument. C'est juste l'étape technique pour rendre la musique disponible. Derrière, tout le travail de promotion reste à faire. Ce n'est pas le distributeur qui va créer ton public à ta place en général. D'ailleurs, Groover mentionne son propre service de promo et Fire aussi met en avant des outils pour aider. Logique. En résumé, on a un paysage qui offre une liberté, une autonomie assez incroyable aux artistes aujourd'hui. C'est une vraie chance. Mais, comme le dit Groover en reprenant un peu l'adage, avec plus de pouvoir vient plus de responsabilité. Donc, choisir son partenaire, c'est vraiment une étape clé. Faut peser le pour et le contre, selon ses besoins, son budget, le niveau d'aide qu'on attend. Il y a plein d'options, mais aussi quelques pièges. C'est une décision stratégique, oui. Ça impacte directement comment ta musique va être entendue et comment tu vas en vivre potentiellement. Ça mérite de prendre le temps de comparer. Et pour finir, je me demande si la vraie question, au fond, elle dépasse pas le simple choix technique du distributeur. Est-ce que le vrai enjeu pour un artiste aujourd'hui, c'est pas de définir sa stratégie globale? C'est-à-dire? Une stratégie où la distribution n'est qu'une pièce du puzzle, à côté de la création bien sûr, mais aussi de la promo, du live, de la connexion directe avec les fans. Les outils sont là, mais comment on les agence, comment on les orchestre au mieux? C'est une excellente réflexion. Avoir les outils, c'est bien. Savoir s'en servir de manière cohérente, c'est ça le défi.